Bonjour, bonjour. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas refait de vidéo. Je pense que ça fait quoi, 1 an et demi? Je sais pas, mais Et puis d'habitude on fait plutôt des vidéos de rando, donc ouais, on va essayer de faire une vidéo face cam comme ça. voilà, c'est une première, donc soyez indulgents. En fait, on vous avait posé pas mal de, enfin, on vous avait posé des questions sur vos questions en fait dans notre dernier bilan. Et on avait fait 2 sondages, donc en 2020 et en 2021, où vous nous avez posé des questions. Et en 2020, on a été complètement nuls, on n'a jamais répondu à ces questions. Et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo maintenant et puis profiter d'être en Andalousie pour répondre à vos questions en étant posé Dans dehors. un cadre exceptionnel. Pas Je crois mal. que ça mériterait que je vous montre On quand vous- même à quoi ça On ressemble. va vous montrer. Je propose qu'on démarre cette séance de questions-réponses. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé toutes les questions qu'on a reçues. Et Donc de puis- ces 3 dernières années, on a Voilà. fait des sondages dans nos petits bilans annuels et du coup on a reçu des centaines et des centaines de réponses, des questions que vous nous avez posées, puis des réponses au sondage. Donc on a un peu combiné toutes ces questions, puis on a mis un petit peu ensemble les thèmes qui reviennent souvent. Puis on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Ouais, ouais. Donc là, C'est parti. on commence par la première, c'est où se trouve la limite entre vacances et travail quand on est digital nomade. Donc là, on voulait commencer peut-être par expliquer qu'effectivement digital nomade, c'est pas vraiment un métier. Donc c'est même pas du tout un métier, c'est plus un mode de vie. Ouais. Euh, On nous pose souvent la question en fait, comment on fait pour devenir digital nomade? Et c'est toujours, ah ouais alors ça désolé, hein, vous entendez sûrement le bruit aussi, c'est des carrières qui sont à côté, donc ça va faire partie de la vidéo. c'est pour ça que vous voyez pas Winchy le chien dans la vidéo, il est en train de se cacher dans le van. Bref, ouais, on nous pose souvent la question de comment on devient digital nomade. Et c'est toujours une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'en fait, digital nomade, comme disait Benoît avant, c'est pas un boulot. En fait, l'idée du nomadisme digital, c'est très trendy comme nom, mais en fait, foncièrement, ça veut juste dire en fait, de pouvoir exercer son activité depuis n'importe où. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'exerce pas. En fait, c'est qu'il y a des architectes qui sont digital nomades, il y a des développeurs, il y a des gens qui bossent dans le marketing. Et en fait, on le fait juste depuis un endroit différent. Donc ça peut être des gens qui bougent tous les jours, toutes les semaines, comme ça peut être des gens qui décident de s'installer pendant 3 mois quelque part pendant l'hiver en fait. Ouais, et en fait, digital nomade, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on s'imagine parce que beaucoup de gens ils s'imaginent, ah tiens, c'est les blogueurs, Ouais. c'est les développeurs web, c'est les graphistes qui peuvent travailler sur leur ordinateur depuis n'importe où. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent, même s'ils ne peuvent pas faire à plein temps toute l'année, qui peuvent prendre 2 mois pour changer d'endroit, pour travailler. Par exemple, des gens qui travaillent pour une entreprise qui ont le droit de partir 1 mois, 2 mois pour aller travailler depuis un endroit où ils ont envie de découvrir, qui est Par peut-être exemple, ouais. plus au soleil pendant l'hiver ou bien justement à la neige pendant l'hiver. Et donc c'est beaucoup plus varié que ce qu'on pense et c'est pas du tout uniquement pour les gens qui travaillent en ligne. Et je pense que c'est amené à se développer parce que alors, s'il y a bien un truc positif peut-être que ce coco nous a amené, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de boîtes qui se sont rendues compte que les gens en télétravail ça marche. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être qu'à terme en fait il va pas falloir hésiter à demander non plus en fait de dire voilà pendant le coco on a tous passé 6 mois en télétravail. Est-ce que ce serait pas l'occasion de dire en fait peut-être que 1 ou 2 mois par an je pars, je vais en Andalousie comme on est maintenant ou bien à Tenerife ou j'en sais rien quoi. Parce que après c'est bien ce qu'il faut se dire, c'est que être ailleurs ne veut pas dire qu'on bosse moins. Alors nous maintenant on est dans le van, donc c'est un petit peu différent parce que du coup c'est un rythme qui est un peu différent. Mais au final, les heures, elles y sont quand même. Je pense que pour un salarié, on préférera peut-être plutôt le modèle co-living. Comme on vous montrera, je pense qu'on y retourne dans 5 semaines. 4 semaines, on sera dans un co-living. On essaiera de vous faire une vidéo un petit peu plus précise sur la vie en co-living. C'était revenu aussi pas mal dans les questions. Ouais, d'ailleurs c'est une transition qui est toute trouvée. La question suivante, il y en a plusieurs, c'est qui se reviennent un petit peu dans ce même sujet. C'est comment arrivez-vous à continuer à cultiver une vie sociale tout en étant nomade? Et là il y avait entre parenthèses hors Covid. Et du coup il y a aussi des questions suivantes qui étaient plutôt sur le comment vous gérez le couple, l'isolation sociale en voyage et le regard de l'extérieur car vous êtes quand même un peu en dehors du système. Donc ça c'est des questions en fait qui se regroupent un petit peu, donc le côté vie sociale et ça le co-living pour nous il nous a bien aidé. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce mode de logement, travail, mode de vie finalement, co-living aussi un petit peu,
parce que ça nous permet justement de nous poser à un endroit, d'avoir une vie sociale intéressante, dans le sens où en général on partage une maison avec 10-15 personnes et qu'on prend le temps, donc on reste 1 mois, 2 mois, jusqu'à 6 mois où on est resté dans les mêmes endroits, ce qui fait qu'on a le temps de prendre, d'apprendre à connaître les gens, de faire des activités ensemble, il n'y a rien qui est forcé, et donc ça c'est des endroits qui nous plaisent beaucoup pour nous poser quand on a beaucoup voyagé. Mais après il n'y a pas que le co-living, dans le sens où quand on voyage, tu vois aussi, nous, alors quand on est que les deux comme ça, on a peut-être un peu moins d'interaction sociale, mais après je pense que autant Benoît que moi, on a des liens très forts par exemple avec nos amis d'enfance, et ça c'est un truc, on voyage beaucoup, mais on passe aussi plusieurs mois par an en Suisse. Et ça c'est un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que dans nos amis aussi beaucoup, finalement dans la vie de tous les jours, ils se voient pas non plus tous les 3 jours ou toutes les semaines en fait. Enfin, finalement on est tous devenus grands, majeurs et vaccinés. Et finalement les choses se font aussi moins souvent. Et on profite quand même beaucoup de nos amis quand on est en Suisse. Et c'est toujours un plaisir qu'on a. Donc on a quand même encore une vie sociale qui fonctionne, j'espère. Oui, mais c'était aussi, je pense, les questions, je dirais que c'était aussi pour le côté l'inverse en fait, parce que vu qu'on est tout le temps ensemble 24 heures sur 24, c'est aussi ça la question. Et je pense que le co-living ou n'importe a ce côté de bon, c'est que quand on est dans un co-living, du coup on n'est plus 24 heures sur 24 tout le temps ensemble, vu qu'on interagit avec d'autres personnes, on a plusieurs espaces de travail, on fait des activités qui sont pas forcément toujours les mêmes tous ensemble. Tandis que quand on voyage comme ça en van, là on est ou même en sac à dos, où on est presque 24 heures sur 24 ensemble, puis du coup ça marche bien pour nous, mais ça marche peut-être pas bien pour tout le monde. Après c'est ça, c'est aussi ce qu'il faut dire, nous ça fait 14 ans maintenant qu'on est ensemble, et ça marche. Non mais je sais pas. Après je peux aussi dire que on est en couple, voilà, mais on est aussi très amis, et en fait c'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis à cohabiter ensemble H24, donc ça pour nous ça a jamais été trop un souci. Au contraire, ça nous a même fait bizarre à la période où on était revenu en Suisse, puis qu'on bossait, on se voyait moins. Même fois, c'était dans la même boîte, donc on se voyait moins, mais tout était relatif. Mais je dirais que globalement, le secret, c'est qu'en fait, on s'écoute. Quand on est en voyage, du coup, on est 24 heures sur 24 ensemble, donc on n'a pas de problème à avoir de l'intimité, vu que c'est 100% intimité. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, on manque un petit peu de vie sociale. Et puis quand on a l'impression qu'on a envie de voir plus de gens, du coup, on va essayer de retrouver un cadre plus social, comme dans un co-living, ou bien même quand on rentre en Suisse. Et dans ces moments-là, on a plutôt le problème inverse, qu'on a une vie 100% sociale, et que du coup, il faut qu'on s'accorde des moments pour notre vie de couple. Et par exemple, ce qu'on faisait à Tenerife, c'est qu'une fois par semaine, on faisait une soirée où on sortait que les deux, pour sortir un petit peu du co-living et puis avoir un peu d'intimité. Et puis c'est ça en fait. Quand on était en Galice, on est resté 5 mois, et c'était à cause du confinement et tout, donc ça a duré plus longtemps que ce qu'on pensait. Et là, des fois, on prenait le van, et même on partait des fois. Une fois, on était à 10 km du co-living, quand on était aux ruines. Puis on a été juste passé en fait 2 jours, 1 nuit à 10 km du co-living, mais juste les deux, quoi. Donc en fait, on essayait de trouver notre équilibre un peu comme ça, et au final, ça marche plutôt bien, quoi. Bah ouais. Et puis il s'agit juste de s'écouter et puis de faire ce qu'on ressent qui nous paraît bien. Mais des fois on se tape sur le système, c'est clair. Non, on va pas déconner, mais globalement, en fait on est nuls pour s'engueuler. Je pense que autant Benoît que moi, on est très nuls pour s'engueuler. On n'est pas des très conflictuels, quoi. Non, on boude. Donc à la limite, il y en a un qui va pas trop parler pendant un moment, mais c'est tout ce qui peut arriver, quoi. Donc, voilà. Mais on parle beaucoup globalement les deux, quoi. Enfin, surtout moi. Je crois que ça a répondu à la question. Ouais. Question suivante. Est-ce que c'est encore la même chose? Est-ce que c'est compliqué de garder une intimité sexuelle moment à deux quand on est nomade? Ça c'est toujours dans la même question, donc je pense que... Ils veulent quoi? Un Kamasutra du van? Mais on non. Fait quoi? Comment ne pas avoir envie d'étriper l'autre quand on vit de façon nomade et qu'on est H24 avec l'autre? Merci d'avance pour votre réponse. Bah oui, ça je crois qu'on a répondu. Donc c'est ça. Non mais oui, ça se passe plutôt bien. Après mais je pense que comme dans tous les couples, finalement, t'as des périodes, puis... T'as des périodes où t'as envie d'être plus collé serré, et puis des périodes où t'as envie d'être un peu moins. Mais dans un van, c'est plus compliqué, parce que t'as qu'un mètre et quelques de distance, mais... Après, on a quand même un mode de vie super flexible. L'ultra flexibilité, ça aide quand même à pouvoir se donner de l'air quand on a besoin d'air, de vouloir être ensemble tout le temps quand on le veut. Enfin, du coup, pour nous, c'est assez facile parce qu'on n'a pas de contraintes vraiment. Donc, on peut vraiment s'adapter en fonction de nos envies, ça c'est vrai. Donc la question suivante, ça c'est probablement celle qu'on a le plus reçue. Je sais laquelle c'est alors. Donc je l'ai regroupée en plusieurs, mais est-ce un choix de ne pas avoir d'enfant, que ce soit pour le moment ou de façon définitive pour continuer la vie nomade? Ou est-ce un projet?
Bah évidemment, Je crois quel âge on a? 35 et 37. Aïe, Ouais. tic-tac, tic-tac, non, on rigole, mais... En fait, c'est marrant parce que c'est une question que, ce que je disais avant, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Je dirais que c'est arrivé la première fois sur le tapis, je sais pas, il y a peut-être 6 ou 7 ans. Et à ce moment-là, déjà, on disait genre, ouais, pourquoi pas, mais pas maintenant. Et le truc, c'est qu'en fait, ça a pas bougé, quoi. Donc, sauf que maintenant, à 35 et 37, on est plutôt en mode, ouais, pas maintenant, quoi. En fait, je sais pas, ça a juste jamais été quelque chose qui nous a... On a jamais ressenti. Il faut pas croire ça, mais on en a beaucoup discuté, parce qu'on nous a beaucoup posé la question. C'est pas que vous, c'est aussi dans nos proches, nos amis qui nous ont posé la question. Ouais. Et il y a quand même plusieurs choses qui reviennent. C'est que globalement, pour l'instant en tout cas, il faut dire ce qui est. Avoir une vie nomade comme on a avec des enfants, c'est pas facile. Surtout parce que du coup, on est indépendant, on est à notre compte. Du coup, faire tourner notre business qui est quand même beaucoup basé sur le voyage. Ça, c'est les chasseurs, c'est plus les carrières. Pardon. On aime bien ça, c'est voilà. Bref. Pardon. Je disais donc, faire tourner notre business tout en étant géographiquement indépendant, en voyageant pas mal, avec des enfants, ça me paraît compliqué parce qu'il y a le problème, tu vois. Bon, les premières années, ils sont encore pas à l'école, mais après, clairement, l'école, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on devrait faire l'école à la maison. Je sais, mais ça, c'est un peu des excuses dans le sens où, en fait, foncièrement, on ressent pas l'envie d'avoir des enfants aussi. Il y a ça. Après, c'est ce que je peux peut-être juste le dire aussi vite fait, c'est qu'en fait, on en parle beaucoup, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qui est un peu, ce serait logique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est une pression sociale. Quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que ni l'un ni l'autre, en fait, on ressent vraiment ça comme quelque chose qui nous manque. Donc pour l'instant, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas envisagé. Disons que pour s'épanouir, j'ai pas l'impression qu'on a besoin d'avoir un enfant. On s'épanouit sans aussi, quoi. Et du coup... En fait, on adore les enfants, enfin tous les deux, quoi. On adore les enfants et tout, mais pas sûr qu'on en ait besoin d'avoir les nôtres. Alors après, ça peut changer encore, hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais ouais, ça a jamais été une priorité. Puis c'est vrai que ça, c'est toujours un truc un peu délicat finalement, parce que c'est un choix assez égoïste qu'on fait nous, en fait, de ne pas avoir d'enfants à l'heure actuelle. Oui, égoïste, ouais. Bah oui, égoïste, parce que finalement on aime bien notre confort et notre vie actuelle comme elle est, quoi, tu vois. Ouais, ok. Mais par contre, c'est vrai que c'est un sujet qu'on sait que... C'est juste que égoïste, c'est une connotation un peu négative, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, on s'écoute, on va le dire comme ça plutôt. Mais par contre, on sait aussi que, vu l'âge qu'on a, c'est quelque chose qui est... il y a une date de fin pour ça, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on s'est entre guillemets promis, c'est que maintenant, en fait, on fait plus régulièrement le point sur ça. Parce que je pense que... ça c'est un truc sur lequel on a toujours été d'accord, c'est qu'avoir un enfant, il n'y a pas de compromis là-dedans. Donc il faut qu'on soit aligné là-dessus si un jour ça devait arriver. Et du coup, assez régulièrement, souvent c'est autour d'une bouteille de rouge, ça revient sur la table, voilà, où c'est que t'en es toi, où c'est que j'en suis moi par rapport à ça. Et ça c'est un sujet sur lequel on fera pas de compromis, dans le sens où il y en a pas, s'il y en a un des deux qui dit ah peut-être et que l'autre il est toujours non, je pense que ce sera non, parce que c'est pas quelque chose sur lequel nous on se doit faire des compromis. En tout cas, on se voit très bien avoir notre vie sans enfant aussi, donc du coup c'est pas un drame, quoi, donc on se fout pas une pression monstre. Mais moi je veux quand même revenir sur ce que je disais avant, c'est que effectivement notre mode de vie avec des enfants, il y a très peu de familles nomades, quoi. Y a les infrastructures, elles existent pas. Donc ce serait cool s'il y avait des co-living pour famille où on pourrait se partager les tâches, qu'il y a un parent qui gère des enfants de plusieurs familles qui vivent au même endroit par exemple, qu'il y ait des infrastructures comme ça qui facilitent la vie des familles nomades, mais ça n'existe pas pour l'instant, ou très peu. Et du coup, gérer les enfants en ayant une vie nomade et en ayant un business, ça ne peut pas être de tout repos. Il n'y a pas de crèche nomade, quoi, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que nous on se doit faire en tout cas. En tout cas, ça nous impliquerait de nous sédentariser probablement. C'est sûr. Mais après, pour répondre à la question, à l'heure actuelle, c'est complètement un choix. Et c'est d'ailleurs un truc que peut-être je voulais quand même le mentionner, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on reçoit cette question, alors quand c'est des amis proches, c'est différent, mais quand c'est comme ça, alors moi, elle me dérange pas la question, parce que pour nous, en fait, on a la chance que ce soit un choix. Mais à notre âge, on connaît aussi beaucoup de gens en fait qui n'ont pas d'enfants et pour qui en fait cette question c'est ultra dur, parce que il y en a aussi beaucoup malheureusement, c'est pour des raisons d'infertilité, de fausses couches, il y a beaucoup de drames aussi qui va avec ça. Et en fait c'est vrai que nous c'est un petit luxe qu'on a de dire voilà, en fait nous on n'a pas d'enfants, mais c'est par pur choix, donc on touche du bois, mais on n'a pas eu d'accident de parcours à ce niveau-là, ça n'a pas été mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Et je pense que c'est une question qui n'est pas évidente à poser
à des gens en fait, c'est ça, parce que même nos amis proches en fait finalement il y a des choses que on ne sait pas forcément, ou du coup on l'apprend que plus tard quoi, donc du coup c'est... Ouais. C'est vrai que c'est une question, c'est comme ça, mais je Bon, vous comprends. allez voir, il y a d'autres questions qui sont super détaillées. Alors, bon, il y a eu la question sur la sexualité, mais ça voilà. Mais il y en a d'autres aussi qui vont très dans le détail. On a décidé qu'on allait vous répondre. Il y a des gens sans qui sont filtre, plus hein. positifs aussi. Ouais. Il y en a quelqu'un qui dit c'est super chouette aussi d'avoir des enfants et ça ne change pas forcément la vie, du moins Ouais. pas dans un sens qu'on regrette Oui, quand non, on mais- est positif et atypique. Donc ça totalement, Et- et le jour où on décide d'avoir des enfants, si on décide ça un jour, c'est qu'on sera complètement convaincu que ça va que Oui. changer notre vie dans le positif, même si on se rend bien compte qu'il y a des défis, mais enfin on n'est pas des bisounours non plus quoi. Enfin bref. Le sujet des enfants, je crois qu'on y a répondu. On l'a bien Ça c'est couvert là. fait. Ça c'est fait là. Coche. En même temps, on l'a reçu tellement de fois qu'on s'est dit que ça méritait une réponse un peu plus longue. Hein, parce que- Prochaine question. Pensez-vous que votre mode de vie actuel de digital nomade est durable? Vous voyez-vous vivre de cette manière toute votre vie ou le besoin de sédentarité se fait sentir? Est-ce que le pied-à-terre en Suisse est le début de la fin de votre mode de vie actuel? Je pense que non. Je pense que le point de chute en Suisse, enfin, le pied-à-terre, c'est plutôt la pérennisation de ce mode de vie. Parce que je C'est pense ça. que si on n'avait pas eu ce point de chute en Suisse ou avec un endroit qu'on a une maison, je pense qu'on aurait peut-être pu se cramer, entre guillemets, à tout le temps bouger, à tout le temps être sur les routes. Ou du moins, on se serait peut-être lassé. Et en fait, là, maintenant, au contraire, en fait, c'est un équilibre qui, pour nous, fonctionne parfaitement. Parce que ça nous permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de trouver le bon équilibre. Je crois qu'à vouloir être nomade à 100% et à se forcer à vouloir toujours bouger, même quand on est fatigué, quand on ne ressent pas forcément le besoin d'être têtu dans le nomadisme, en fait, je pense que c'est une erreur. Et du coup, nous, on trouve que c'est un bon équilibre aussi d'avoir un pied-à-terre en Suisse. Quand on rentre, d'avoir notre chez nous, on trouve ça cool. Et d'autant plus que, en fait, comme là, il y a une autre question qui vient juste après, qui disait qu'est-ce que vous faites de votre maison à Morgin, enfin de notre appart, hein, c'est pas une maison. Quand vous êtes en vadrouille, vous la louez, meublée avec vos affaires dedans. Justement, comme Morgin, c'est une station de ski. Ouais. Puis là, du coup, en hiver, là, typiquement, on est en Andalousie, on Ah, vadrouille avec notre van et on a loué tout l'hiver notre appartement à Morgin parce qu'il y a un couple qui loue notre appartement, qui skie pendant la saison d'hiver et qui le loue tout l'hiver. Donc nous, ça nous fait un petit revenu, au moins ça couvre les charges de l'appartement. Ouais, c'est Et ça. puis on n'a pas de pression de ce côté-là. Et puis quand on rentre, on a toujours notre appartement. Et puis effectivement, comme on est super minimaliste, on a très peu d'affaires. Franchement, en 2 heures, ça nous a pris une demi-journée Ouais. de mettre tout dans 2 armoires de notre appart et puis de laisser le reste de la place pour les locataires. Et on n'a pas de problème avec ça. C'est vraiment quand on Ouais. est un petit peu minimaliste, ça nous prend pas beaucoup de temps. Et puis on n'est pas très attaché à nos affaires. Donc Non, puis on fait aussi confiance à nos locataires, hein, Oui, finalement. oui. Enfin, moi, je sais pas, je pars du principe que l'être humain est bon aussi. Puis là, je pense qu'on a trouvé des super locataires aussi. Donc, je pense qu'on fait pas de la location à la semaine. Je pense que financièrement, on pourrait gagner bien plus si on louait notre appartement via des plateformes style Airbnb ou quoi à la semaine. Mais ça, on voulait pas. Donc là, on a trouvé un couple qui était intéressé à le louer pour toute la saison. Ça fait 2 ans qu'on loue aux mêmes personnes. On gagne moins, mais on gagne suffisamment en fait pour que ça nous paye nos charges. Et nous, ça nous va déjà. Et au moins, on a une relation de confiance qui s'est établie avec eux. On sait qu'on va retrouver l'appartement en bon état. C'est pas des rockstars. Je pense qu'ils font la fête, mais de manière modérée, quoi, comme nous, quoi. ouais. Non, Je sais pas. franchement, l'année passée, C'est- quand on a repris, ils nous ont rendu l'appart, il était plus propre que ce qu'on avait laissé, quoi. Ouais. Ils avaient même fait des améliorations. C'est ça. Non, bref. Mais oui, donc il est loué. Donc ça explique aussi pourquoi on est souvent loin l'hiver, parce que en station de ski, on peut bien essayer de le louer en juin, juillet ou bien en octobre. Plus difficile, mais bon, après. on Pas sait impossible, mais plus compliqué. Parce que la saison d'hiver, là, c'est la bonne période pour le louer. Mais après, ça nous allait bien aussi. Ça Ouais. fait que 2 Oui, saisons bah, qu'on fait ça. On est c'est ça. propriétaire de cet appartement que depuis 2 ans, hein, donc voilà. C'est ça. Alors voilà. Oui, donc il est loué avec nos affaires. Et ça ne nous pose pas de problème. Prochaine question intéressante. Comment ça fonctionne? Je suis désolée, je tremble un peu, mais j'ai un peu froid, pardon. Va vite chercher une veste. Non, c'est bon, pour l'instant ça va. Mais- Alors, comment ça fonctionne votre vie de nomade et le fisc? Donc, je pense que c'est une question un petit peu technique. On doit quand même avoir une adresse fixe dans son patrimoine. Dans certains pays, on doit rester là un temps minimum. Ça, c'est une question qui me fait beaucoup rire parce que beaucoup de gens ils nous disent ah, mais du coup, c'est cool, vous bossez n'importe où, vous payez pas d'impôts.
Non mais en fait les gars, on n'est pas en train de faire la promotion de l'évasion fiscale. Hein. Enfin, non mais sérieux quoi. Enfin dans le sens où, être digital nomade, ça veut pas dire être un délinquant fiscal. Hein. Ça s'appelle les politiciens à ce niveau-là. Donc on n'est pas là-dedans. Nous en fait, on a une résidence en Suisse, on a une entreprise qui est une SARL qui est basée en Suisse. Et en fait, petit tacle que t'as envoyé avant là. Pour les politiques, ah j'aime bien. Dur. Ah j'aime bien. Et non mais c'est vrai, dans le sens où en fait on s'imagine que parce qu'on n'a pas de domicile, alors en plus c'est pas vrai parce qu'on a un domicile maintenant, mais même quand on n'en avait pas. On a vécu 6 ans sans domicile, on va dire légal, mais on avait une adresse de correspondance qui était chez les parents à Benan en l'occurrence, et on payait nos impôts à la commune de résidence de ses parents. Parce que non, on peut pas rester sans assurance sociale, on peut pas rester sans payer ses impôts. Enfin, puis on a une entreprise donc qui est basée en Suisse, donc on paye nos impôts en Suisse comme n'importe quelle personne lambda, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc, et en fait, pas après, de secret à ce niveau-là. Non, après clairement, nous on n'a pas essayé de faire beaucoup de l'optimisation fiscale dans le sens où c'est vrai qu'avec un mode de vie nomade, du coup, on peut imaginer se baser un peu n'importe où. Il y a des gens qui choisissent des pays de résidence qui sont plus avantageux fiscalement parlant. Nous, on a choisi la Suisse parce que, en l'occurrence, s'il nous arrive un pépin, on est rapatrié en Suisse. Et aussi parce que, simplement, avec notre mode de vie et nos revenus actuels, en fait, la Suisse, c'est un pays qui est intéressant fiscalement pour nous aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit... Il y a aussi le côté que l'admin, par exemple, la Suisse, on connaît le système, on connaît un peu comment faire ses déclarations et tout. Donc, il y en a, ils se mettent en Estonie. Génial, mais après, tu es obligé d'engager un comptable parce que tu dois aller faire une déclaration d'impôt en estonien. Mais enfin, tu peux pas, quoi. Donc, tu peux parce que du coup, tu as des entreprises qui s'en occupent pour toi et tout. Mais nous, on n'avait pas forcément envie de jouer à ça parce qu'en plus, la Suisse, ça reste actuellement quand même notre chez nous. Donc, on y est quand même une bonne partie de l'année. Alors, peut-être pas la majorité de l'année, mais c'est là qu'on est chez nous. Donc, ça me paraît logique qu'on y paye nos impôts, quoi. Et au titre de ça. Ouais. Par contre, le truc qui est un peu bizarre, vu qu'on est nomade et qu'on est... Normalement, il y a une loi en Suisse qui te force qui te dit que tu dois passer 6 mois de l'année à ton domicile fiscal. Mais nous, on passe clairement à nulle part 6 mois de l'année. Ouais. Donc à ça, on a clairement été demandé à notre commune de résidence, qui est en l'occurrence Trois-Torrents, qui comprend Morgin. Ou à l'époque, c'était à Colombey qu'on était quand on a demandé ça. Effectivement, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on passe à nulle part plus de 6 mois, quoi. Donc les gars, ils nous ont dit, si vous passez nulle part plus de 6 mois, que vous voulez vous domicilier chez nous, c'est cool, vous payez vos impôts chez nous, quoi. Puis c'est tout, quoi. Donc, mais on paye nos impôts, quoi. Et ça, c'est logique. Après, moi, de ce point de vue-là, du côté fiscal, là, on pourrait en parler des heures, hein, on pourrait développer. Mais moi, je troumorais intéressant, effectivement, qu'il y ait des choses qui se développent pour qu'on paye des impôts au prorata du temps. Par exemple, là, on passe 5 mois en Espagne. Moi, ça me dérangerait pas de payer 5 mois d'impôts en Espagne parce qu'on utilise les infrastructures et puis c'est logique, quoi. Mais en l'occurrence, maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Puis on peut pas se domicilier en Espagne parce que en fait, en Espagne, on bouge tout le temps, donc c'est pas comme si on avait une adresse où on allait pouvoir se poser. Donc en fait, pour nous, la solution la plus logique, c'est de rester en Suisse. Mais c'est vrai qu'après, si les choses pouvaient se faire différemment, mais bon, ça, on n'en est pas là. Hein. Enfin, en Suisse, ils sont même pas encore. Tout se fait par courrier, donc on n'est pas encore au point digital où tu peux commencer à cocher les cases de combien de semaines t'as passé à l'étranger. Hein. On en est loin, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, ah oui. Là, il y a un petit groupe de questions qui est arrivé plusieurs fois aussi. Comme vous êtes indépendant financièrement, je me demande comment vous prévoyez votre avenir lointain, notamment la prévoyance vieillesse. Bien que l'on ne sache pas comment ça sera d'ici là, en tant qu'employé, on cotise à l'AFS, la LPP, et on sait qu'en cas de problème ou de retraite, on aura au moins quelque chose. Comment voyez-vous cela chez vous? Et il y a des mêmes questions qui viennent derrière, genre je rêverais de revivre comme vous de mes voyages, mais ce qui m'en empêche, c'est qu'un jour l'âge nous rattrape. Comment l'envisagez-vous? Comment cotisez-vous pour votre retraite? Alors, grand scoop, on a une SARL, on est administrateur de notre boîte, mais on est aussi salarié. Donc, sur notre salaire, on cotise à la LPP, à l'AVS. Pour les Français, c'est le plan retraite, et puis c'est le deuxième pilier, et puis tout ça. On cotise, alors minime, mais on cotise quand même. Mais après, on n'est pas dupes. Hein. Du coup, nous, clairement, on y a réfléchi un petit peu. C'est pas notre plan, c'est pas on vise pas. On n'attend pas de l'État qui nous paye notre retraite, quoi.
du coup, on y a réfléchi dans le sens où déjà tous les revenus qu'on construit, c'est des livres, notre blog, c'est souvent des revenus qui sont passifs, ça veut dire qu'ils ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Donc, mais après, notre retraite c'est dans tellement longtemps que tout ce monde-là il aura peut-être complètement changé. C'est ça. Mais par contre, on prévoit clairement d'avoir des revenus qui continuent de fonctionner même si nous-mêmes on ne travaille plus vraiment, quoi. Non, donc, puis l'épargne privée aussi, hein, que ce soit un bien immobilier ou bien une chose comme ça. Enfin, nous on est plutôt dans ce côté-là en fait, de dire voilà, même troisième pilier ou juste épargne personnelle. Parce que voilà, déjà aussi, je pense que ça a été mentionné dans une des questions, hein, mais c'est vrai que le système des retraites en Suisse du moins, je pense qu'à notre âge, là, maintenant en fait on cotise pour payer pour les personnes qui sont en retraite maintenant. Clairement, il va y avoir le système, il va y avoir un crash à un moment ou à un autre. Enfin, d'ici à ce que nous on soit à la retraite, je pense qu'on peut se brosser pour qu'on touche une retraite. Hein. Enfin, bon, c'est juste qu'on est la mauvaise génération. Ouais, on est la génération des sacrifiés, ça va rechanger après, mais on ne se fait pas trop d'illusions en fait quant au système par rapport à ça, par rapport à l'État du moins. Disons qu'on compte plus sur nous-mêmes pour ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on met de côté à notre niveau et puis voilà. Donc oui, enfin ça nous inquiète, mais pas plus que ça en fait. Après, on a plein d'idées pour l'avenir. Par exemple, notre projet de co-living, si vous avez lu à ce sujet-là, mais on peut tout à fait imaginer se voir, pour nous, avoir un co-living, c'est aussi sur le long terme, s'entourer de personnes qui ont un bon mode de vie similaire que nous, et quand on devient plus âgé, ça peut être aussi pertinent justement de pouvoir se mettre ensemble. Non, mais c'est vrai, mais tu m'as pas laissé finir. Non, je sais, parce que je ris, parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire un co-living qui évolue en fait en EHPAD ou en EMS, quoi, c'est ça, mais... Non, mais c'est pas ça. Mais disons que si tu as un petit problème, c'est facile, si tu peux mutualiser un petit peu ces infrastructures. Donc on peut tout à fait le voir comme ça. On connaît même des gens qui font des choses comme ça dans d'autres pays, en Bulgarie, là. Donc on y pense, hein, mais bon, c'est encore loin pour nous. Franchement, on est encore en forme, mais c'est sûr que comme là vous nous posez la question, comment l'envisagez-vous, comment vous prévoyez ça pour plus tard? Oui, on se voit pas vivre tout seul de notre côté isolé, parce que ça c'est le pire, quoi. Et de ce point de vue-là, vivre entouré de gens, ça pour nous c'est important, et clairement on se voit pas vivre tout seul dans notre coin, et quand on est entouré, du coup on n'est pas seul, ça nous permet d'avoir des gens qui nous aident en cas de problème, et de l'entraide c'est important, quoi. Donc clairement. De ce point de vue là, pour nous c'est clairement quelque chose sur lequel on compte. Alors non, ça on y a répondu. N'en avez-vous pas marre parfois de toujours être à un endroit différent? Comment trouvez-vous votre stabilité dans la vadrouille? Comment trouvez-vous de la stabilité dans la vadrouille? Ça, c'est pas mal comme question. Alors, je pense que le van a beaucoup aidé. Parce que maintenant, du coup, on a une petite maison qui se déplace avec nous. Donc, c'est un peu une espèce de sensation de cocon et de... Enfin, c'est chez nous, quoi, entre guillemets. C'est petit, mais ça bouge avec nous. Mais sinon, nous, on a aussi un truc, c'est que n'importe quand on loue un appart, ou quand on est ou quand on faisait du backpacking, qu'on était dans une chambre d'hôtel ou n'importe où, dans une auberge de jeunesse, en gros, on pose nos affaires à un endroit, et on a une capacité à se sentir chez nous tout de suite, quoi. Ouais. On se sent tout de suite à l'aise avec le peu de choses qu'on a, et c'est pas vraiment un souci, quoi. Certes, ça change en fonction de notre humeur, de si on a beaucoup voyagé ces derniers temps, on a besoin peut-être d'un peu plus d'espace, un peu plus de calme à un moment, mais là du coup on va changer nos types d'hébergement, mais même j'ai envie de dire, on cherche à éviter trop de stabilité, quoi, parce que je veux dire, on est après, quand on passe par exemple 6 mois dans notre appart, ou que le Covid nous a fait passer 6 mois dans notre appart à Morgem, on était vraiment content de rebouger, quoi. C'est vrai. Et parce qu'on n'a pas l'habitude pour nous, on est stimulé quand on voit des nouvelles choses, qu'on rencontre des nouvelles personnes aussi, qu'on fait des nouveaux projets, et ça c'est souvent quand on bouge à droite à gauche, quoi. Ouais, non, c'est clair. Puis en fait aussi on s'écoute, hein, donc après justement on n'est pas non plus en perpétuel mouvement, quoi. Donc là on vient de passer 2 semaines dans un petit village où littéralement on a pris le van une fois des 2 semaines, et en fait on n'a pas trop bougé, on a beaucoup bossé. Enfin c'est aussi ça l'équilibre finalement, parce que ça aussi un truc, ça je pense que pour revenir à la question avant du digital nomade et tout, c'est qu'il y a un peu ce bon vieux mythe, hein. Enfin nous aussi tu vois, on est partiellement responsable, parce que dans nos stories on montre que quand on fait des randos et puis quand on fait des trucs, mais en fait encore que mais on bosse aussi énormément, donc après il nous faut forcément des moments où on est plus posé, et parce que dans le van par exemple on arrive à bosser à coup de 3-4 heures par jour peut-être, mais on n'arrive pas à se faire des vraies journées de boulot complètes, ou
pas souvent, quoi, parce qu'on est quand même moins bien posé et tout. Donc c'est vrai que quand on a un appart, bah là par contre on se fait des journées de 14-15 heures, j'en sais rien, mais enfin voilà. Mais du coup ça nous fait aussi du bien, c'est notre équilibre qui se crée comme ça, quoi. Mais sinon, la stabilité aussi, c'est par exemple nos contacts avec la famille et les amis, c'est assez facile finalement. Certes, on aimerait souvent être plus en personne, parce que ça c'est clairement des désavantages, mais on y reviendra, je crois. Mais oui, on Skype avec nos amis, avec nos familles, donc finalement, et plus le boulot, donc finalement on a un mode de vie on a quand même dans tout ce chaos du mode de vie nomade, on a notre petite routine. Non mais c'est vrai, oui, on a une petite routine, on a nos moments quand on travaille, on sait très bien, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble et puis qu'on a ce mode de vie là que finalement on commence à avoir nos petites habitudes et que finalement on se sent bien un peu partout, quoi. Ouais. Ensuite, comment vous gérez vos relations avec famille, amis et la vie nomade? Ça, j'y ai partiellement répondu, mais il y a d'autres questions qui vont avec. Après, pas de regret de ne pas passer les fêtes en famille. Est-ce que vous ne vous lassez pas parfois d'être très souvent parti de la Suisse? Alors, les fêtes en famille, non, parce que c'est même presque... Alors, je suis désolée, ça va peut-être vexer certaines personnes qui vont regarder la vidéo, mais c'est presque un choix de notre part, en fait, de ne pas être là pour les fêtes. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, on adore passer du temps en famille, on adore passer du temps avec nos amis, mais par exemple, la période des fêtes... C'est l'overdose. Nous deux, je crois qu'on est assez allergiques. Enfin, comme Benoît il le disait avant, on est aussi devenus un peu des minimalistes. Puis je sais pas, moi perso j'ai vraiment du mal avec cette idée qu'en fait on est un peu obligé de faire la tournée où t'as les repas de famille se succèdent les uns après les autres. Tu passes 10 jours à manger 1000 fois trop à tous les repas, à boire 1000 fois trop à tous les repas, à te faire des cadeaux où t'as des trucs où tu fixes des limites à 10 € le cadeau, 20 € le cadeau, puis c'est des petits cadeaux finalement qui sont un peu nuls et puis de toute façon ça finira dans un placard. Puis en fait j'ai vachement du mal avec ce genre de choses. Et du coup, je préfère ne pas être là. Et par contre, que dès qu'on rentre, le premier truc qu'on fait, c'est on s'organise des fondus, on s'organise un truc avec la famille. Non, mais moi j'ai envie d'une fondue, désolée. Bon, bref. Mais on s'organise des bons repas, on s'organise des trucs, et puis on voit la famille, quoi. Et les amis. Pause. Sans transition aucune, on est dans le van maintenant. Moi j'avais trop froid. Et accessoirement, il y a une bagnole qui est arrivée. Il y a une bagnole qui est arrivée, et puis du coup... on faisait genre là, sur notre table, avec notre petite vidéo. On n'est pas très youtubeur, on se sent hyper mal à l'aise, et puis du coup, on s'est dit non, allez, on va se mettre dans le van. Donc voilà, bienvenue chez nous, à la maison. On continue encore un petit peu sur la vie nomade. Il y a encore quelques questions qui revenaient souvent. Est-ce que vous pensez que vous serez digital nomade toute votre vie? Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez renoncer à la vie nomade à court ou moyen terme? Est-ce qu'on se pose la question? Pas trop en fait. Enfin, on en parlera sûrement après, mais là on a un peu des envies aussi maintenant de monter un co-living. On en parlait dans le dernier bilan. Quand on dit ça, on en a bien conscience que du coup ça va mettre un petit coup à la vie nomade, parce que forcément ça va impliquer être plus posé, mais c'est quelque chose qui ne nous dérange pas. Après, sur le plus long terme, on se voit clairement continuer à bouger, donc je pense que c'est quelque chose qui va évoluer au fil des ans, même des décennies, je pense. Je sais pas. Mais une caractéristique que je trouve de la vie nomade qui est importante pour nous et qui est la plus importante, c'est la flexibilité, la liberté que ça nous procure. Donc ça ne veut pas dire qu'on a une vie nomade, qu'on bouge tout le temps. Et au contraire, c'est plutôt qu'on a la liberté de pouvoir saisir des opportunités, travailler sur des projets qui nous plaisent, et tout en pouvant le faire depuis n'importe où, mais aussi par exemple de créer un co-living si on en a envie. Donc c'est en fait on a la liberté de faire tous ces projets. Certes, des fois ça va peut-être impliquer qu'on se sédentarise un peu plus, mais on sera toujours nomade en fait, parce qu'on sera toujours libre de bouger si tout d'un coup on en a envie. Donc je pense que ce truc là, d'être vraiment libre et flexible, c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux et qui nous épanouit beaucoup, et qui nous a permis de faire des trucs de dingue depuis ces 6 dernières années, comme écrire des bouquins sur des sujets genre rando-bière non mais c'est bête, mais si on n'avait pas ce mode de vie, on n'aurait jamais pu faire ces projets-là. Mais plus que 6 dernières années, je dirais même les 10 dernières, parce que finalement on est parti en tour du monde, c'était en 2013, et en fait depuis cette période on est vraiment pas attaché
au truc matériel. Donc en fait, quand on parle avec des gens, souvent on nous dit ah ouais mais tu sais j'ai ma maison, j'ai mes affaires, enfin tout vendre. Nous c'est un truc qui je crois jamais nous posera problème. C'est qu'en fait on va peut-être apprécier vraiment se poser et tout, s'installer, mais on n'aura jamais de souci à dire bon allez hop, on a un nouveau projet, on a un nouveau truc, et en fait on sera jamais trop attaché à quelque chose pour pouvoir... Accessoirement un co-living sera quand même un sacré truc. Hein. Mais l'idée serait quand même nous l'idée quand même qu'on en a c'est de le monter, mais de le monter de manière à ce qu'en fait il puisse aussi à terme être géré peut-être éventuellement même par d'autres personnes en fait. C'est pas quelque chose où nous on se voit forcément être dedans à plein temps pendant les 30 prochaines années, hein. C'est pas... Non, c'est clair. Donc ça, la question justement, est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre vie nomade et donc justement à cette liberté ou cette flexibilité que ça nous apporte? Non. C'est ça, voilà, c'est simple. Ouais, c'est assez simple. Donc même pour un projet qui paraît plus sédentaire comme un co-living, non, on y a déjà réfléchi et on va essayer de faire en sorte de pouvoir garder cette flexibilité tout en étant propriétaire d'un co-living. Donc on verra. Hein. On n'y est pas encore. Hein, donc, peut-être qu'on a des... On croit des choses qui sont impossibles, mais on verra bien. On verra bien. Dernière question sur la vie nomade. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi votre vie nomade? Alors, moi je pense qu'est-ce qui fait qu'on a bien réussi notre vie nomade? C'est qu'on s'écoute et qu'on n'essaye pas de... Non, mais c'est ce qu'on disait avant. Oui, t'as raison. Et puis qu'on n'essaye pas d'être trop borné dans le 100% voyage ou le 100% blogging ou j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'écoute, on essaye de... Quand on ressent le besoin d'être plus sédentaire, on va se louer quelque chose. Quand on ressent le besoin d'être plus social, on va aller dans un endroit où on a plus de contacts sociaux. Quand on ressent le besoin de rentrer en Suisse, on rentre en Suisse. Donc c'est ça, l'idée c'est pas de se forcer là aussi, par exemple, parce que maintenant on a un van, non, on va pas vivre à l'année dans notre van parce que je sais pas, nous on n'a pas cette image là du nomade digital dans son van toute l'année, donc c'est pas, ça nous convient pas. On vous fera peut-être une fois une vidéo sur la vie en van aussi, parce que on adore ça, on est des gros fans de ça, mais c'est pas non plus aussi le truc qu'on doit faire à plein temps, et je pense qu'une vidéo pour vous montrer pourquoi ce serait pas mal aussi. Bref. Ouais. Mais donc je pense que c'est ça un petit peu le secret de réussir sa vie nomade. Et puis aussi c'est parce qu'on fait ça parce que c'est quelque chose qu'on a rêvé d'avoir, quoi. D'être flexible, libre comme ça, c'est quelque chose qu'on a découvert pendant notre tour du monde et puis qu'on a rêvé d'avoir aussi avec notre vie professionnelle et notre vie de tous les jours, et qu'on a réussi à mettre en place d'une certaine façon. Et donc on essaye de toujours s'écouter et puis de suivre nos envies du moment, de pas abuser dans une direction ou dans une autre. Puis de mettre des priorités, hein, parce que finalement, on peut pas tout faire, tout avoir et tout, mais on a mis nos priorités, et en fait, c'est... Après, je pense que le succès de ça réside aussi dans le fait que on parle beaucoup et on fait souvent le point aussi sur ça. Donc que ce soit, par exemple, là, on est dans une région d'Andalousie qu'on avait zappé. Et tous les deux, on était un peu en mode genre, c'est quand même con, quoi. Et parce qu'on voulait vraiment la voir, mais bon, c'était pas sur notre route et tout. Et là, dans 10 jours, on a rendez-vous avec des copains. Et clairement, c'était un détour de 300 km. Moi, j'aurais dit 600 avec l'aller-retour, tu vois. Enfin, c'était pas le choix rationnel de le faire, de ça. Mais les deux, on était là, non, mais en fait, en vrai, on va avoir des regrets si on n'y va pas. Et voilà, on a juste, on y va, quoi, on est là. Donc voilà. C'est ça, le secret. Le secret, oh, mon Dieu. On dévoile tous nos secrets. Non, oui, il y a encore un truc, moi je pense, c'est aussi qu'en fait on choisit aussi dans notre vie professionnelle, on choisit de travailler sur des projets qui nous motivent, quoi. Ah oui, ça oui. Du coup, tous les jours, quand c'est finalement la vie nomade, c'est beaucoup de travail aussi, donc on travaille souvent et beaucoup. Mais que sur des projets qui nous bottent, quoi. Quand on voit qu'on a des choses qui nous motivent moins tout d'un coup, comme par exemple la partie développement web de qu'on avait développé au début, mais on en reparlera peut-être un peu après, on l'a enlevé parce qu'on voyait que c'était une contrainte pour nous et que ça nous embêtait. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, on s'écoute et puis on se dit ok, on va essayer de modifier un petit peu notre business pour qu'on ait moins cette partie-là. C'est vrai, voilà. Voilà. Et puis en fait, on a décomposé les questions un peu par catégorie. Donc là, c'est la partie vie nomade. Donc fin de la partie vie nomade. Enfin, presque fin. Il y a
Vas-y, raconte des trucs, vas-y, je t'écoute. Tant, il y a plein de gens qui trouveraient intéressant qu'on filme Ah oui. notre co-living, le développement de notre co-living. Donc, bah ouais, ça, je l'ai mis dans Vie Nomade parce que, bah ouais, ce sera un peu ça. Parce que C'est on aura l'arrêt de plein- la vie nomade. C'est l'arrêt, c'est les gens. Ouais, mais ce sera intéressant, je pense. Donc, on est content de voir qu'il y a pas mal de gens qui s'intéresseraient de voir comment on développe ce truc. Nous-mêmes, on est très intéressés de voir comment ça va se passer. Donc, bah ouais, peut-être qu'on fera des petites vidéos, des articles, on verra qu'est-ce qui s'y prête le mieux. Donc, la vidéo, on n'en fait pas souvent, mais on trouve que pour répondre aux questions, ça s'y prête bien. Donc, peut-être pour vous montrer l'évolution du co-living, ça s'y prêterait bien, on verra. On verra. Bah, dites-nous en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Ouais, ça fait les interactions, les likes et tout, ça fait monter les vidéos. C'est pas le but du concept, mais bon, hein, voilà. Donc maintenant, on passe à la partie suivante. Alors là, ça, Benoît, c'était vraiment nul. Là, t'as montré ton alliance, t'as fait comme ça, hop là. Il fallait faire comment? Bah, j'en sais rien. Maintenant, c'est l'heure de la transition absolument incroyable. Je sais pas, on fera un truc, on mettra des chats ou des trucs. On mettra Winchy, tiens, on va mettre une vidéo de Winchy pour la transition. Et puis, oui, on se disait que dans la même vidéo, ce serait cool de parler aussi du côté, parce qu'il y a un côté qui est le côté vie nomade, c'est un aspect sur le mode de vie, mais aussi sur notre vie professionnelle. Et on a reçu pas mal de questions. Vous avez été très curieux. Sur le côté professionnel. Pourtant, on partage déjà beaucoup de choses sur le blog. Si vous lisez nos bilans annuels, il y a déjà beaucoup qui sont partagés là-dessus. Oui, mon gars, mais on ne parle pas money. Ben, pas super précisément. Le grand mais... sujet tabou. On va en parler. On va en parler maintenant parce que c'est la question qui revient le plus avec celle des enfants. En gros, la question de vos revenus m'intéresse également. Combien d'argent touchez-vous par mois? Qu'en est-il des impôts et des charges? Comment arrivez-vous à tourner avec un appart et un van, etc. Par exemple, il y a une autre question, c'est vous arrivez à dégager des gros revenus via votre blog? On a du mal à voir combien un blog comme le vôtre pourrait générer. De quoi vivez-vous? Est-ce qu'en étant blogueur professionnel et digital nomade, il est possible de bien vivre en Suisse? Bon, ça on va y revenir. Mais en gros, globalement, on a... Attends, parenthèse, digital nomade n'est pas un métier. Voilà, pardon. Mais voilà. Mais oui, globalement, là j'ai juste mis quelques-unes, mais on a reçu plein de... Enfin, globalement, beaucoup de gens ils veulent savoir combien on gagne, quoi. Ouais. Donc pour la répartition de ce qu'on gagne, donc si vous lisez notre bilan 2021, il y a la répartition exacte de ce qu'on gagne, donc on mettra un lien sur notre bilan. Ouais. Mais oui, globalement, je crois qu'on gagne entre 50 et 60 000 euros par an, quoi. Alors l'entreprise, c'est ça, c'est à peu près ça. Et nous, en fait, on se paye un salaire fixe, parce qu'on a une SARL, on se paye 1 500 euros par mois. Voilà. Mais bon, on n'a pas besoin de gagner plus, quoi. Et en fait, ça nous va bien, ouais. Donc, après, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait financièrement avec l'appart et le van? Alors, le van, maintenant, clairement, c'est une charge en plus, mais après, ça nous permet aussi de faire des économies de logement. Là, comme ce soir, par exemple, on est posé à des endroits, ça nous coûte rien. Non, mais c'est des énormes économies de logement non, quand on voyage là. Mais après, le van est un énorme investissement aussi. Oui, mais oui. c'est un truc auquel on a réfléchi. Ça a été un peu un craquage Covid. Clairement, on avait des sous de côté et ça a été un peu le craquage Covid. Mais en fait, c'est un craquage qui nous va bien. Et en plus, le van, il faut aussi se dire, c'est que c'est un véhicule. Mais contrairement à beaucoup d'autres véhicules, c'est un véhicule qui perd assez peu de valeur. Donc, on savait aussi que c'est un risque qui est assez modéré, dans le sens où même si dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, on se rendait compte que ça nous va pas ou plus, on n'aurait aucun mal à le vendre pour un montant qui en fait ferait que le van ne serait pas revenu super cher pendant cette période. Très honnêtement, au début on pensait le louer quand on l'utiliserait pas. Jusqu'à maintenant on l'a pas fait pour la bonne et simple raison que financièrement on tourne déjà sans le faire et c'est un peu quand même notre bébé. Je sais pas pourquoi on notre appart sans souci, mais par contre notre van ça nous fait pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on n'exclut pas de faire. Ça ferait des revenus supplémentaires. Mais pour en revenir aux revenus, là du coup maintenant vous avez le chiffre, vous avez la répartition sur notre bilan. Donc je dirais c'était quoi à peu près 50% c'est le blog, 40% c'est les livres et 10% c'est d'autres choses. Donc vente de photos, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Les partenariats mais très peu. Développement web. Des choses comme ça, des petits restes de développement web. Ouais, des trucs de hosting qu'on fait, mais on héberge les sites pour des clients encore, mais c'est vraiment marginal maintenant. Plus... Mais donc effectivement, c'est pas une somme pour les gens en Suisse. Ils se disent non, mais c'est pas possible, quoi. Exactement. Là, la question c'est est-ce que vous pouvez vivre en Suisse avec ce que vous gagnez? Le truc c'est qu'on est propriétaire, donc on n'a pas de loyer. Alors ça, en fait, la location qu'on fait, en fait, ça nous paye nos charges à l'année. Donc du coup, si vous voulez, en quelque sorte, on ne paye pas de loyer. Donc ça nous permet d'avoir ça.
Et on est assez minimaliste, donc on arrive facilement à manger, à sortir. Bon, on va pas au restaurant, mais on publiera. En fait, on publie souvent nos bilans financiers quand on fait des road trips ou des trucs. Genre là, on a publié notre bilan de 2 mois en Bretagne. Vous pouvez aller voir. Vous mettez le lien dans la description là en dessous. Là, ici, quand on est en Andalousie, on a à peu près un budget qui est assez similaire à celui de la Bretagne. Quand on est en co-living, on a un budget aussi qui est fixe, on va dire, par mois. Mais grosso modo, en fait, quand on est hors Suisse, on dépense environ 1500 euros par mois à 2, hors assurance maladie, hors assurance van. Mais par contre, ça comprend vraiment tout, nos logements, notre nourriture, les transports, enfin le gasoil, quoi, en l'occurrence. Et du coup, ça fait que on a 1500 de marge, puis avec ça, il y a notre assurance maladie qui y passe, il y a encore les assurances habitation, ce genre de trucs. Et après, le reste, on met de côté. Et quand on est en Suisse, on dépense clairement un peu plus, mais on reste en dessous de ce qu'on gagne. Donc ça nous permet de tourner sans souci. Oui, après, je tiens aussi à un truc à dire, c'est que, en fait, avant de se mettre à notre compte, quand on est rentré de notre tour du monde, évidemment, quand on est rentré de notre tour du monde, on n'avait plus beaucoup d'économies, mais du coup, on a retravaillé 2 ans à Zurich avec des salaires de Zurich qui sont très élevés. Donc à Zurich, un salaire de quelqu'un à 100%, c'est vite 100 000 francs par an par personne. Donc c'est la folie. Ça nous paraît fou maintenant. Et nous, avec notre mode de vie de backpacker à l'époque, quand on a retravaillé 2 ans à Zurich, on a remis pas mal de sous de côté. Vous pouvez vous imaginer, vu qu'on vivait comme des backpackers toujours. Et en fait, depuis qu'on avait un bon coussin de sécurité de côté quand on s'est mis à notre compte, et on ne l'a jamais touché, quoi. Donc là, le van, ça peut partir de là. En plus, maintenant qu'on est propriétaire d'un appart, du coup, il y a ça en moins c'est clairement une charge en moins. Parce que se loger en Suisse, ça c'était un gros problème avant. Avant, en fait, en Suisse, pendant 5 ans, on a passé beaucoup moins de temps en Suisse parce que justement, on n'avait pas de pied à terre et du coup, on allait chez les parents, chez les potes, ce qui était toujours cool parce qu'on s'entend super bien avec nos familles respectives, c'était cool, mais on n'était jamais chez nous. Du coup, ça nous retenait un peu quand même de rentrer plus souvent parce que on était toujours un peu chez quelqu'un d'autre. Et vrai que maintenant qu'on est un chez nous, ça nous motive aussi plus à rentrer parce que on a. Et à la question qui va forcément venir, mais comment vous avez acheté un appart en Suisse? Je sais pas, on n'aurait pas pu acheter, je pense, un appart en Suisse avec nos économies. Donc on était en train de regarder en France voisine quand le papa à Fabienne nous a proposé de reprendre un appart familial qu'il avait depuis longtemps à Morgin. Donc nous, on regardait genre à 30 km à côté, on voulait acheter vers Salanches, dans la région française. Chapelle d'Abondance, c'était là-bas qu'on regardait. C'était plus dans notre budget de regarder en France voisine. Et du coup, évidemment, avec cette occasion qui s'est présentée à nous, du papa à Fabienne, on a clairement sauté sur l'occasion, quoi. Donc, parce que c'est sûr qu'avec nos petits salaires, prendre un emprunt à une banque en Suisse, ils sont pas très impressionnés par nos chiffres, quoi. Les banques nous aiment pas. D'ailleurs, pour le projet co-living, on en reparlera sûrement, mais c'est un peu le frein pour l'instant, c'est qu'en fait on a des fonds propres, on a un business plan qui tient la route, mais en fait nos revenus actuels en Suisse sont trop faibles, donc il faudrait qu'on voie. Voilà, c'est un peu le truc, mais il y a des choses qui sont en train de se monter. On va trouver des solutions. Il y a des solutions. Bon bref, voilà. Donc là, je crois que vous savez tout sur plus ou moins sur combien on gagne, toute la répartition. J'adore parce qu'en fait c'est un sujet qui est tellement tabou et je sais pas, c'est un truc, c'est très. Je pense que ça c'est la partie. Je sais pas, si on veut vraiment être doué, on peut dire le titre de la vidéo, ça va être combien sommes-nous payés. Alors qu'en fait nous c'est un truc, on n'a pas trop de problème à parler de ça parce qu'en fait on est super minimaliste dans ça aussi et en fait on se rend juste compte qu'on n'a pas besoin de plus, quoi. C'est que en fait alors après, clairement, le coco nous a mis un petit coup. Je pense que nos revenus maintenant hors coco, ils seraient peut-être plus proches de 2000 € chacun si les choses reprennent un peu. Je pense que c'est un peu ce qu'on vise, entre guillemets, pour ces 6 prochains mois. On va dire le revenu plus normal, je pense, on va dire stabilisé hors coco, parce que tenir un bloc de voyage en coronavirus, c'est pas assez non plus. Là, vous pouvez aussi aller lire les bilans, il y a tout qui est expliqué. Mais je pense, en théorie, c'est plus proche des 2000. Là, c'est un peu moins parce que il y a une pandémie mondiale et puis que ma foi, voilà. Mais en fait, en soi, on se rend compte que même avec un peu moins, en fait, ça tourne quand même, quoi. Donc, on a de la chance, hein. On a conscience. Mais Donc à la question de quoi vivez-vous? De ça, du blog à 50% cette année, je dis, de la vente de nos livres. Merci d'ailleurs à tous ceux qui achètent nos livres, qui ont très très bien marché avec le coronavirus. D'ailleurs, Rando Bière en France a super bien marché. Il s'est vendu à 25 000 exemplaires, ce qui est un truc de ouf. Fin. Dingue. Et là, il y a Rando Bière en Bretagne qui va sortir. On vous en reparlera sûrement par ici aussi. Aussi nos e-books. Nos e-books qui marchent bien, et ça c'est cool. Et ça c'est pour nous, ça c'est vraiment un truc qui est chouette parce que ça détache un petit peu il y a la partie blog maintenant et la partie livre e-book
Et c'est deux canaux qu'on aime bien parce que du coup, ça se complémente un peu, quoi. Mais après aussi, je voulais dire en plus, que ça m'est venu à l'esprit avant, on n'essaie pas de maximiser nos revenus. Donc par exemple, quand on dit qu'on gagne 50% de notre revenu avec notre blog, c'est sans publicité sur le site. Ouais. On n'accepte presque aucun partenariat. On fait uniquement donc, de l'affiliation. Si vous cliquez par exemple sur un de nos liens pour acheter une paire de chaussures de randonnée qu'on recommande, on va toucher une petite commission. Mais on est OK avec ça parce que c'est des chaussures qu'on connaît, qu'on a testé. Mais qu'on a payé. Et qu'on a payé. Mais par contre, ouais, c'est ça. On ne compromet pas notre indépendance, comment tu dis, l'indépendance d'écriture, l'indépendance de création sur notre blog pour de l'argent. Et on n'a pas non plus envie de vous embêter avec des pubs pour le Club Med alors qu'on est sur un blog de voyage en sac à dos, en indépendant ou en van. Donc tous ces trucs-là, c'est des choix qu'on peut se permettre de faire parce qu'on arrive à gagner quand même suffisamment bien, mais qu'on est quand même minimaliste. Ouais. Et donc du coup, on n'essaie pas de maximiser nos profits. Hein. Donc il faut pas croire. Hein. Je pense qu'avec notre blog, donc parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi concrètement, c'est combien un blog comme le vôtre, parce que oui, on a un blog francophone, un blog de voyage francophone qui est un des blogs qui a le plus de trafic. Donc vous êtes 100, 150 000, 200 000 même avant le Covid par mois à venir visiter le site. On pourrait clairement gagner plus d'argent si on mettait de la pub et tout. Puis qu'on acceptait aussi tous les partenariats qu'on nous propose, des choses comme ça en fait. Après nous c'est un choix qu'on a fait en fait. Parce qu'on a remarqué que sinon c'était en fait comme on en revenait avant à la vie nomade, c'était plus c'était un compromis pour nous qui nous allait pas, quoi. Ça nous embêtait de devoir faire des partenariats avec des marques parce qu'on allait avoir des contraintes qui nous plaisaient pas. Ça nous embête de devoir mettre de la pub alors qu'on n'a pas envie. Donc tant qu'on arrive à vivre avec ce qu'on gagne sans avoir besoin de faire ces sacrifices-là, on va pas les faire. Vous saurez si un jour vous voyez de la pub sur Nouveau Monde, c'est qu'on est un peu faim. Mais en attendant, ça se passe plutôt bien. Donc, non mais c'est vrai, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut faire. Donc voilà. C'est ça. C'est tout. Alors, question suivante. Quelles sont vos formations de base pour pouvoir travailler et voyager en même temps ? C'est marrant parce que c'est deux phrases qui, dans notre cas, vont pas du tout ensemble, dans le sens où on n'exerce pas du tout en fait un métier maintenant qui est en lien avec nos études. On a un parcours qui est assez, je pense, atypique pour dire que maintenant on écrit des guides de rando-bière et puis qu'on a un blog de voyage. Moi j'ai des études, alors ça va paraître là, ça va sonner très cliché, mais j'ai fait HEC. J'ai un bachelor en HEC en General Management et j'ai un master en statistique et en économétrie. Pas très grave, mais voilà. Et du coup, moi j'ai bossé un peu là-dedans après. J'ai vite bougé plutôt dans l'univers un peu start-up. Après, j'ai travaillé pendant 4 ans dans des boîtes qui faisaient des applications mobiles. Et j'étais responsable de projet dans des boîtes qui faisaient des applications mobiles, univers start-up. Et Benoît, je crois que c'est encore... Non, c'est dans le même genre. Ouais, mais c'est encore plus décalé peut-être. Parce que moi, encore à la limite, tu te dis, bon... Alors moi, j'ai fait des études dans le sport au début. Après, je me suis plus retourné vers la recherche sportive pour tourner de plus en plus vers la recherche académique, le numérique, vu qu'après, j'ai fait un master en biomécanique et ensuite, je faisais de la recherche à Vienne. Quand on a habité 2 ans à Vienne, c'est parce que je faisais de la recherche académique dans la biomécanique numérique. Je faisais de la recherche sur l'ostéoporose. Donc, non, on n'était pas vraiment prédisposé à avoir un mode de vie nomade. Ça, c'est plus parce qu'on a fait un voyage autour du monde et qu'on a découvert la liberté et la flexibilité que ça nous apportait, puis qu'on avait envie d'avoir ça dans nos vies professionnelles aussi. Donc non, je crois pas qu'on avait des compétences spécialement importantes pour ça. Je pense que chaque compétence, elles peuvent être tournées pour les faire depuis n'importe où. Et je crois que nous, notre bon combo, c'est que toi, finalement, on a de l'intérêt en fait pour développer nos propres compétences. Ouais. Quand on a commencé à se mettre à nos comptes, on a développé des compétences comme toi, beaucoup le SEO, la rédaction, moi, beaucoup le développement. Moi, j'aime beaucoup coder. Donc ça, c'est des choses que, évidemment, au début, nous ont permis de gagner notre vie, alors que notre blog, il nous rapportait pas d'argent, quoi. Et peut-être, je vais ajouter quand même un truc, c'est qu'en fait, nous, ça a été ça le gros luxe qu'on avait, c'est quand on a démarré, qu'on s'est mis à notre compte, c'est que les deux, on évoluait en fait dans des milieux où on savait que il y avait pas beaucoup de chômage et qu'on retrouverait facilement du travail si les choses ne se passaient pas comme prévu. Et c'est vrai qu'au moment où on a posé notre DEM,
on prenait très peu de risques en quelque sorte, parce qu'on s'est dit, au début on s'était laissé une année pour voir un peu comment ça allait partir, parce qu'au tout début, quand on a lancé le blog en 2012 et on s'est mis à notre compte en 2016, au tout début le blog il générait genre 600 € par mois quand on s'est lancé à notre compte, donc autant dire que, enfin voilà, on n'en vivait pas complètement, enfin complètement pas, ça je voulais dire, enfin, on n'en vivait pas complètement, non, on n'en vivait complètement pas. Là vraiment on est parti s'installer en Thaïlande pendant 6 mois pour minimiser en fait un peu l'impact de tout ça et du coup dépenser le moins possible pour essayer de démarrer un peu tout ça. Mais clairement à ce moment-là on s'était dit on se laisse une année et on regarde comment ça va, et si on voit que vraiment on pioche trop dans nos économies, et puis en fait on s'était fixé un seuil sur notre compte bancaire, on a dit si on passe sous ce seuil, c'est notre zéro psychologique, qui n'était pas à zéro, mais on avait dit c'est notre zéro psychologique, si on passe sous ce seuil, on reprend un boulot. Et le luxe qu'on avait, c'est qu'on savait que on aurait pu retrouver un boulot quand même assez facilement. Bon, après on s'était aussi dit, on n'avait pas peur de faire n'importe quel boulot, parce qu'on est suisse, donc en Suisse il n'y a presque pas de chômage, donc tu cherches un boulot, t'en trouves globalement. Mais oui, donc on n'avait pas peur on s'était dit que si ça marchait pas, on retrouvait un boulot. Ouais, même de bouger, tu vois, même de dire si on avait trouvé un boulot, genre je sais pas, en France ou en Autriche ou en Allemagne, on aurait bougé ailleurs, quoi. Enfin, ça aurait jamais été un problème, quoi. Mais sinon, les compétences qui ont été clés, c'est celles que je disais avant, quoi. Au début, on a fait pour gagner de l'argent, on a clairement fait du développement web, c'était notre principale source de revenus au début. Pendant le temps qu'on développait le blog, ça voulait dire voyager et écrire beaucoup d'articles, et puis nous améliorer quand même. Clairement, nous, notre point fort, c'est parce qu'on se débrouille bien en SEO et en référencement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous trouvent dans Google, quoi. Vous aurez remarqué, on n'est pas très doué en YouTube ni en réseaux sociaux. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Voilà. Donc ça, oui. Donc cette compétence-là, elle a été importante pour nous. Mais ça, on l'a appris sur le tas. Donc, on n'a pas suivi de formation en SEO. Et d'ailleurs, je pense on a beaucoup lu. Je pense qu'on est très autodidacte. On s'est formé sur tous ces sujets-là. La photo, par exemple, aussi. C'est tout des choses qu'on a appris sur le tas pendant qu'on faisait ça et qui nous intéressent finalement. Et voilà. Ouais. Voilà. Et à partir de quand vous avez franchi le pas de passer à 100% sur le blog et d'en vivre? Ça n'a pas été en même temps. Comme je disais avant, le pas de passer à 100% sur le blog, c'était en 2016. Mais c'était justement la période où on a gagné 600 € par mois avec le blog. Donc on n'en vivait pas. Je dirais que d'en vivre... Un an et demi après, on devait se payer à peu près 1200 €. Le Covid après est arrivé, ça refait, voilà. Mais quand on se payait 1200 € par mois et qu'on n'était pas beaucoup en Suisse, c'est le moment où en fait ça arrivait, on touchait plus notre épargne. Donc c'était à peu près... Mais ça arrivait assez vite. Ouais, je dirais 12-18 mois après qu'on ait commencé. Donc depuis mi-2017, je pense que c'était à peu près ça. Une année. Ouais. Et en fait, le cap qui a fait qu'on est passé à 100% sur notre blog, qu'on s'est donné cette chance-là, c'est parce qu'on voyait que Fabienne, principalement, ça n'allait pas du tout au travail à Zurich. Elle était dans une situation qui allait pas trop bien, qui allait même pas du tout au travail. Burn-out, on peut le dire. Donc c'est ça qui nous a poussé à nous mettre à 100%. En fait, c'était soit elle changeait de travail, soit on se donnait la chance de l'entrepreneuriat. Et du coup, nous, on n'a pas hésité trop longtemps là. Et puis, non, c'est ça. Ouais. Puis comme on le disait avant, on prenait pas de gros risques. On était prêt à reprendre un travail au cas où ça fonctionnait pas. Donc voilà. On reprend un travail, on a continué à travailler. Oui. Un travail classique, on est d'accord. Mais oui, un travail salarié, c'est ça. Dernière question sur le travail que je trouvais intéressante, c'est comment trouvez-vous les projets, idées, démarchage? Alors ça, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'on est nul en démarchage? En fait, on démarche pas. Ouais. Voilà, au moins c'est clair. Non, on démarche pas. En fait, nous, quand on est en voyage, on voyage toujours selon nos envies, nos intuitions du moment. On fait jamais de partenariat. Je pense qu'en vrai, on pourrait. Je pense que maintenant, on a assez d'audience pour que, là, on est en Andalousie, j'en sais rien, on aurait contacté l'office du tourisme d'Andalousie, ou bien des hôtels, ou bien des Airbnb, ou des machins. Puis on aurait fait des espèces de présentations, de trucs. Dis pas ça avec un ton trop non, dédaigneux. Non, mais je pense que, en fait, c'est juste que nous, on a la flemme. Parce qu'en fait, ça prend quand même énormément de temps, et c'est quelque chose, en fait, qui nous embête, parce que du coup, après, ça conditionne un peu la suite de notre voyage, et en fait, on est, comme disait avant Benoît, on est trop mariés et on aime trop la flexibilité, et du coup, c'est quelque chose qu'on fait pas, donc on démarche pas. Donc on fait pas de démarchage, mais par contre on a des projets qui tombent. On a des projets, oui. Et ça, c'est parce qu'on a le mode de vie qu'on peut les accepter. Donc quand quelqu'un nous propose tout d'un coup d'écrire un livre sur le tour du monde, tu peux dire oui parce que dans les 4 prochains mois tu peux l'écrire, quoi. C'est ça. Si t'as envie. Ouais, Randebert, tu vois, il cherchait quelqu'un qui serait prêt en fait à partir assez frais pendant 6 mois en road trip en France pour aller randonner et boire des bières.
Puis bah, faut bien se dire, On ne savait pas qu'on allait le vendre à 25 000 exemplaires. Non, mais par contre, justement, et là aussi, on a pris un gros risque parce qu'en fait, il faut bien se dire, on n'a pas été rémunéré pendant cette période d'écriture. Donc en fait, quand on est parti pour nos 6 mois de road trip en France, bah, en fait, on a embarqué notre boulot avec nous, on a écrit des articles sur la France, on a essayé à ce moment-là, on faisait encore le développement web, on avait des clients qu'on a un peu embarqués avec nous sur ce road trip de Rando-Bière. Les pauvres, ils n'avaient rien demandé, mais enfin, ils sont un peu venus avec nous sur ça. Ouais. Et on a fait ça, et en fait, il faut bien se dire, justement, le Rando-Bière, typiquement, on a fait ça en 2017, 8. Il est sorti en 2019. Donc en fait, en gros, on a fait ça une année avant, et en fait, dans l'édition, il faut savoir qu'en fait, on touche ces droits d'auteur qu'une année après la sortie. Donc en fait, 2 ans avant, en fait, on a, entre guillemets, avancé les frais, et les sous, ils sont tombés que 2 ans après. Et en fait, c'était un peu un pari risqué, hein, parce qu'on ne savait pas, il serait vendu à 300 exemplaires. Je peux vous dire qu'on l'aurait clairement... on n'aurait pas eu un bilan financier très positif de cette aventure, quoi. Parce que 6 mois de road trip en France, on a publié le budget. En plus, je vous mettrai le lien aussi là en dessous. Donc vous pouvez voir ce qu'on a dépensé pendant cette période-là. Mais ça restait un projet qui était génial. Donc en fait, nous c'était un truc... Mais par contre, on l'a pas cherché ce projet, il nous est tombé dessus en fait. Mais ça, je pense que c'est pas que du hasard, c'est parce que on a parlé de Rando-Bière en Suisse, qui est le premier livre de Rando-Bière qui existait déjà, qu'on a acheté quand on est rentré de Tour du Monde. Et du coup, c'est le fait d'en parler sur le blog qui fait que le patron de la maison d'édition, qu'on salue bien d'ailleurs, Adi, nous a contacté pour nous dire « Ah, mais vous parlez de notre bouquin, cool, vous voulez venir à une rando ?» On s'est rencontrés, on a sympathisé. C'est comme ça qu'il nous a proposé d'écrire notre premier livre, qui était Destination Tour du Monde. Et donc ça, c'est des opportunités qui se présentent parce que là, en l'occurrence, on partage des choses sur Internet. Et en fait, le blog nous a ouvert beaucoup de portes. Et le fait d'avoir le mode de vie qu'on a, on peut accepter ces projets, quoi. Et je pense que de continuer à écrire sur le blog, de continuer à partager des choses de manière comme on le fait, je sais pas, j'espère authentique et sincère, nous ouvre des portes finalement pour ces trucs-là. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu trop besoin on n'a jamais démarché, quoi. Non. Et même pour le développement web, au début, ça va nous tomber dessus maintenant pour le co-living, parce qu'on va devoir démarcher pour tout ce qui est le côté montage financier d'un projet. Oui, mais le projet du co-living, c'est nous-mêmes qui le montons. C'est nous qui le montons, mais on va devoir démarcher par rapport à ça, et ça va être la première fois de notre vie qu'on va devoir démarcher pour avoir des soutiens, pour avoir des partenaires, des choses comme ça. Puis même le blog, par exemple, là, le bilan, ça nous a donné des contacts pour le co-living. Donc il y a des gens qui nous ont contactés. Et ouais, moi j'ai cette spécialité-là, on pourrait échanger, je pourrais peut-être vous aider. J'ai des compétences dans la rénovation de maisons de manière écologique. Nous, on n'y connaît rien en rénovation de maison. Et il y a quelqu'un qui nous a spontanément contacté pour nous dire ah ouais, voilà, échangeons. Et ça, c'est grâce au blog. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe depuis le début en fait pour nous. Et après, par exemple, les e-books, la création d'e-books, là, c'est des projets qu'on se crée nous-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis le blog, c'est ça qu'on aime aussi avec ça, c'est que quand on crée du contenu, en fait, finalement, ça fait augmenter petit à petit, avec beaucoup de travail, un petit peu les revenus du blog. Mais ça prend longtemps, hein, donc ça fait 10 ans qu'on blogue. Hein. mais oui. Oubliez toutes ces formations qui vous permettent de devenir riche en 3 semaines. Hein. Ça marche pas. Non, c'est vrai, ça marche peut-être pour certains, mais en vrai, ça marche pas. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette question aussi, quoi. Et du coup, on a fait le tour des questions sur la partie pro-blogging et la partie vie nomade. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo, je crois, en tout. Et du coup, on va se garder les questions parce qu'on a encore plein de questions sur la partie plus côté voyage et aussi écologie et divers qu'on a. Donc ça, on peut se les garder pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que du coup on n'a aucune expérience en vidéo, on est nul. J'espère qu'on n'est pas trop nul, que ça vous a quand même intéressé. Et surtout, donnez-nous votre avis en commentaire, dites-nous qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que vous trouviez le format plus sympa, peut-être moins chiant. On fera sûrement aussi des vidéos où il y a plus des images, mais là on s'est vraiment dit que pour répondre aux questions, ça valait pas la peine qu'on se filme à 12 millions d'endroits différents et qu'il y ait des bruits, des trucs. Donc on a préféré faire ça un peu... au calme. Puis spontané, donc dites-nous si vous pensez qu'il faudrait qu'on se prépare un petit peu plus, parce que là en gros on a les questions devant nous puis on répond spontanément, donc on n'a rien préparé. Donc dites-nous si vous pensez qu'on devrait faire un peu différemment. Bref, donnez-nous votre avis, quoi. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On va essayer de mettre moins d'1 an et demi cette fois-ci entre cette vidéo et la prochaine. Voilà. Ciao. Ciao.